Félix est devenu quand même un homme politique. Le père est mort, bien sûr, mais les enjeux politiques ne vont pas attendre les obsèques du père. Puisque les priorités sont là, et c'est comme l'autre justement, répondant, Jésus lui répondant, il dit, laissez d'abord les morts, venez suivre. Aujourd'hui, dans les débats politiques, ce qui se pose, qui est le Premier ministre qui a été désigné par le Rassemblement, que ce Premier ministre-là, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, puisse être mis en place, point barre. Pour moi, le rassemblement, ce n'est pas un produit de Katumbi, que tous ceux qui sont dans les rassemblements sont Katumbi, ça c'est mal voir le problème. Et accuser comme ça, comme je viens de l'entendre, tous les gens qui sont dans les rassemblements comme étant des Katumbistes, il faut créer une tendance chez ceux qui disent, et puis une autre tendance. Mais la dynamique de l'opposition qui est dans les rassemblements n'est pas Katumbiste. Ce qu'ils sont en train de construire au niveau du Congo, ils croient que les gens sont dupes. Ils croient que les gens ne comprennent pas ça. Ils nous prennent comme ils prennent le peuple congolais pour des idiots, comme si le monde était en fait dans son ensemble idiot. Alors eux, ce sont les plus intelligents du monde et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec l'abbé Kwakwa, l'heure est très très grave par rapport à notre pays. Nous, on l'a intitulé « Les quiproquos politiques en RDC ». Ça fait triste, ça fait pitié, même la presse internationale commence à s'en manquer. La classe politique congolaise. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, pasteur Bobo. Bonjour, chers téléspectateurs du micro, pasteur Bobo. Comment réagissez-vous directement? On vient de suivre avec vous un analyste sur TV5 qui qualifie la classe politique de médiocre. Mais il a pleinement raison, okay? Il a tout à fait raison. Vous vous souviendrez avec moi que lors d'une des émissions ici, je n'ai pas hésité à dire, parlant d'abord de l'opposition, parce qu'il en était le cas, que c'était un panier à crabes, qu'on y trouvait du tout. Il y avait des minables dans cette opposition, comme il y avait des hommes de valeur. Aujourd'hui, les minables se font voir, qui se font acheter. L'analyste politique, là, il cite des noms. Voilà, il a cité pour ne pas en cacher, parce que c'était public, tout le monde a suivi. Il a cité Badibanga, qui était dans l'IDPS, représentant, porte-parole de l'IDPS. Il a cité Olenganko, il a cité Chibala, tout ce monde-là qui se rude aujourd'hui derrière le poste pour le pouvoir, qui ont oublié quelle est la cible qu'on poursuivait en étant dans l'opposition. Maintenant, on met de côté la cible pour pouvoir s'attaquer à ceux qui veulent encore rester dans les rangs pour défendre la Constitution, pour défendre les intérêts du peuple. C'est tout à fait normal qu'on se moque de cette classe politique qui n'a pas de conviction, qui n'a pas un idéal à suivre, qui se montre toujours manipulable, instrumentalisée à cause de la soif d'argent. C'est regrettable, c'est vraiment, vraiment regrettable. Donc cette presse internationale n'a pas tort. Les Congolais, nous sommes souvent habitués à nous défendre, hein, même pas seulement du côté de l'opposition, même du côté du pouvoir. On a toujours cette, j'appelle ça, tare anthropologique de croire que nos maux en nous, nos misères, ce sont les autres qui sont à la base. Quand on voit les choses, on décrit ce qui se passe, on révèle à la face du monde ce qui n'est pas normal, on cherche à se justifier. Comme aujourd'hui, le problème de passeport, comme hier, le problème de Panama Papers, c'est comme tout ce qu'on dit de malversation financière, des contrats qu'on est en train d'arranger avec les étrangers, le pillage des richesses. Non, c'est parce qu'on est toujours contre nous, c'est parce qu'on veut abattre telle personne, telle autre personne, c'est comme ça on le dit, comme si quand vous faites des choses, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas peur, et quand ceux qui voient mettre ça à nu, ce sont eux qui deviennent fautifs. Non, nous avons vraiment, vraiment un mea culpa d'abord à faire vis-à-vis de notre pays, de notre nation, de notre peuple.
et une résolution à prendre pour revenir sur le bon chemin. C'est regrettable quand on entend cette presse internationale qui se moque de cette classe politique congolaise. Ça fait très très mal au cœur. C'est pitoyable, quoi. C'est pitoyable, on le suit partout à travers le monde. Bruno Tshibala va bientôt faire son gouvernement, mais on voit les lignes, les bornes être bousculées. Les gros poissons du rassemblement pourront figurer dans les gouvernements Tshibala. Êtes-vous surpris? D'abord, qui est-ce que tu appelles gros poisson du rassemblement? Tous ceux, comme je viens de le dire, qui accepteraient d'aller rejoindre Tshibala, ce ne sont que des minables, comme je suis en train de le dire. Parce que tout le monde sait, tout le monde le sait. Hier, c'était, qui ça? Sami. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu de la bouche de ceux qui ont rejoint Sami? Ce gouvernement ne tombera pas. Ce gouvernement-là va persister. Même les amis avec qui nous avons travaillé, qui nous étaient très proches, on était même surpris de les voir là. Aujourd'hui, j'aimerais les entendre. J'aimerais qu'ils viennent, qu'ils prennent encore position ici, dans les différents médias où ils sont passés. Qu'ils viennent nous expliquer qu'est-ce qui fait que Sami qui n'allait pas tomber est tombé. Et ça sera la même chose avec Tshibala. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est du déjà vu à l'époque de Mobutu. C'est du déjà vu. Quand il y a un accord qu'on ne respecte pas et que ceux qui tendent la main, donc comme on dit les béquilles à M. Kabila de pouvoir rester au pouvoir, ils n'auront pas long feu, ça ne va pas tourner. Et aujourd'hui, vous entendez les déclarations aussi bien au niveau international que national. Le peuple n'en veut pas. Et au niveau international, tout le monde les dit. Les États-Unis, l'Europe, la Belgique, l'ONU, l'OIA, tout le monde en parle. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un gouvernement qui est voué à l'échec. Et aller répondre à des invitations, c'est comme être un aveugle qui n'arrive pas à comprendre où on va. En fait, le vrai problème, c'est celui-là. C'est savoir, c'est dire le plus court que possible que ce gouvernement aura existé. Si je suis dans un ministère, j'aurai du temps pour me servir. C'est ça la motivation profonde qui attire les gens. Que ce soit pour un mois, que ce soit pour 2 mois, au moins, j'aurai ne fût-ce que le temps de me tirer 10 000, 100 000, 200 000 dollars que je veux mettre de côté. C'est tout ce qui les préoccupe. Voilà, c'est pourquoi ils y vont. Parce qu'un homme responsable, un homme averti, je ne vois pas pourquoi, pour quelle raison on peut aller faire partie de ces gouvernements-là. Donc quand vous parlez des poids lourds du rassemblement, moi je pense que les poids lourds sont ceux qui sont consistants. Les poids lourds, ce sont ceux qui sont là encore, qui défendent les idées, l'idéal du rassemblement, à savoir qu'on ne puisse pas changer la constitution, à savoir qu'on ne puisse pas convoquer les référendums, que M. Kabila ne puisse pas briguer un 3e mandat. Quand on est dans cette logique-là, qu'on reste attaché à cette logique, c'est alors qu'on peut s'appeler poids lourd. Mais si on ne n'est pas dans cette logique, qui que vous soyez, dès que vous changez de cap, vous n'êtes pas un poids lourd. C'est vraiment minable. Ce n'est pas à respecter. Voilà. Qu'est-ce qui vous pousse à dire que si votre choix, je peux le citer, si c'est Félix Tshisekedi qui prend la primature, là tout va rouler comme sur des roulettes. Si c'est les autres, on dit l'enfer, c'est les autres. Non, c'est-à-dire ici, il faut quand même qu'on se mette d'accord. Le problème, ce n'est pas d'abord la personne de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas ça. Quand nous parlons des accords, on dit l'esprit de l'accord de la CENCO. C'est quoi? Le président Kabila doit nommer le candidat qui lui est présenté par le rassemblement. Que ce soit Félix, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est le rassemblement dans son unité, de manière consensuelle, qui présente qu'un candidat. Ce n'est pas un choix du président lui-même qui va choisir parmi 3, parmi 5, ou un individu, on ne sait pas qui est en dehors du rassemblement. Mais à l'état actuel des choses, il s'avère que le rassemblement a présenté Félix. C'est comme ça on revient au nom de Félix, parce que c'est lui qui a été présenté par le rassemblement. Si c'était quelqu'un d'autre, admettons Fayoulou, admettons même le Tshibala qui est là,
Si c'était le rassemblement qu'il avait présenté, les problèmes ne se poseraient pas. Nous sommes donc au niveau du principe et non pas d'abord au niveau de l'homme, de la personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on revient à Félix aujourd'hui, c'est parce que c'est lui que le rassemblement a présenté. Mais il n'est pas dit que Félix c'est l'incontournable, lui plutôt que rien. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Si on s'en tient à Félix aujourd'hui parce que c'est le nom qui a été présenté. Mais si c'était un autre, comme Moubaké, comme je ne sais pas qui, mais présenté par le rassemblement, comme le dit l'accord, le problème resterait le même. Nous nous en tiendrons à ces noms-là. C'est à cela qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, et non pas l'homme Félix qui est mis, je ne sais pas, auréolé de telle sorte que si ce n'est pas lui, donc ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Les gens de la majorité commencent à ironiser, et puis d'autres de vos amis disent que Félix Tshisekedi doit d'abord aller enterrer son père et après revenir nous rejoindre. Quand vous écoutez cela, il doit d'abord aller enterrer son père, laisser la primature aux autres, d'abord enterrer son père et revenir. Là, il pourrait être Premier ministre. Je rétorquerai comme Jésus disait à cet homme qui venait pour le suivre, tu vois. Il dit, je veux bien te suivre, mais laissez-moi aller enterrer mon père. Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Le père est mort. Bien sûr, nous avons, comment je peux dire, un devoir de respect aux morts. Nous avons un devoir d'accorder aux morts les sépulcres normaux. Mais dans quel contexte nous vivons au Congo? Donc, le contexte dans lequel nous vivons ne permet pas aujourd'hui qu'un homme de la trempe du président Tshisekedi, que sont de ça depuis, il puisse être ramené au pays. Ça, il faut le savoir. Donc, quand on est du pouvoir, on essaye d'ironiser dans ce sens-là, c'est qu'on n'a rien compris. Ça, c'est de un. Et puis de deux, Félix est devenu quand même un homme politique. Le père est mort, bien sûr, mais les enjeux politiques ne vont pas attendre les obsèques du père. Puisque les priorités sont là, et c'est comme l'autre justement, répondant, Jésus lui répondant, il dit, laissez d'abord les morts, venez suivre. C'est ça justement la marque, non pas comme quelqu'un l'a fait entendre, j'ai vu qu'il fallait que le président Kabila le lui dise pour qu'il vienne le dire, même lui, le président Kabila, quand il dit, moi j'ai attendu d'abord qu'on fasse, mais il a attendu d'abord, il était déjà nommé. Avant qu'on puisse mettre Laurent Désiré Kabila, mais on avait déjà débattu de ces problèmes au niveau de leur équipe. Donc il ne faut pas qu'on croie que nous sommes amnésiques et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et souvent, il y a l'adage qui dit le roi est mort, vive le roi. Partout où ça arrive, on sait déjà comment les choses vont se faire. Donc, les enjeux politiques font que, aujourd'hui, ce n'est pas parce que le père est mort que Félix va rester inactif en attendant que le père soit enseveli pour s'engager politiquement. Non, ça n'a rien à voir. Il est mort, il est mort. Les obligations, les soucis de l'État et surtout la continuité de la lutte du père, vivant ou mort. C'est ça justement une façon d'honorer tous les combats du père, que même s'il n'est pas encore mis sous terre, qu'on puisse continuer à l'honorer en continuant les combats. Parce que moi je pense que même dans son cercueil, le père serait encore, verrait encore les choses positivement en voyant que voilà, ces gens, non seulement Félix, mais tout l'UDPS, tous ceux qui croient, Martin Fayoulou qui croit à l'héritage de Tshisekedi, pas ceux qui s'approprient cet héritage en profanant justement la personne de Tshisekedi pour aller se ruer derrière le gouvernement, chercher à s'enrichir. Mais les vrais patriotes qui, dans leur attitude, dans leur poursuite du combat, ils honorent plutôt la mémoire du président Tshisekedi, plutôt qu'attendre d'abord qu'on l'enterre avant de continuer à s'engager politiquement. Les noms dit, M. Labbé, aujourd'hui, est-ce que l'opposition n'est pas tombée? Je suis aussi la presse internationale qui en parle aussi. On n'est pas aussi tombé dans le piège. Vous qui fustigez Kabila père, Kabila fils, c'est le Congo n'est pas un royaume. Vous aussi, l'opposition congolaise est tombée aussi dans le même piège. Le roi est mort, vive les rois. C'est comme si au Congo, il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas que... C'est le mal, le malaise, ce n'est pas là. Parce qu'on voit beaucoup de divisions, beaucoup de départs dans l'opposition. Beaucoup ont boudé que le roi est mort, vive les rois dans l'opposition.
Mais non, quand on dit le roi est mort, vive le roi, ce n'est pas d'abord lié à l'individu. C'est-à-dire que le roi symbolise la continuité de l'État d'abord, l'existence de l'État du pouvoir. Et quand le roi meurt, le pouvoir ne meurt pas avec le roi. C'est comme ça on dit le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire que le pouvoir, on doit continuer à l'exercer. Un roi qui... On introduit des nouveaux rois. Qui est l'enfant, monsieur l'abbé? C'est ce que je dis, ce n'est pas d'abord la personne, mais c'est en tant que pouvoir qui doit continuer à s'exercer. Mais quant à ce que tu vous posez comme situation, donc l'homme Tshisekedi qui poursuit l'œuvre du père Tshisekedi, est-ce qu'on n'est pas tombé comme les autres dans la dynastie, ainsi de suite? Écoutez, moi je pense que, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, nous avons dit que Tshisekedi père devait désigner quelqu'un pour pouvoir être le Premier ministre au nom du Rassemblement. Ça, c'est le consensus qu'on a eu au niveau du Rassemblement. Et si, tel qu'il s'est dit, la lettre que le président Tshisekedi a laissée désignait Félix comme Premier ministre du Rassemblement, à l'état où nous sommes, je ne pense pas qu'il conviendrait pour l'unité de l'opposition, du Rassemblement, de voir d'abord les choses, de voir l'homme Félix en tant que fils dont nous sommes dans le cadre d'une dynastie qui s'établit. Et surtout que le père ne plus. Surtout que le père ne plus. Je pense que nous avons eu une émission avec vous. Et dans cette émission-là, j'avais dit, moi personnellement, parce que la question a été posée, il fallait que le père Tshisekedi puisse désigner son fils. Moi, j'ai dit, écoutez, à l'étape actuelle des choses, il ne m'appartient pas de décider. Mais pour certaines raisons, pour des raisons de sagesse politique, je crois l'avoir dit, il serait souhaitable que ça ne soit pas le cas. Mais maintenant, si c'est lui qui a désigné, ou que lui étant mort, les autres qui sont restés dans le rassemblement, vu le contexte, vu l'aspect psychologique, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect psychologique de la foule, de la population, quand il s'agit des décisions politiques à prendre, vu l'aspect psychologique, qu'on se soit mis d'accord à mettre la candidature de Félix, je ne vois pas le problème. Et surtout que cette candidature n'est que pour la transition et que l'homme ne va pas travailler seul. C'est tous les rassemblements qui vont se mettre aux côtés dans la répartition des tâches afin d'amener cette transition à l'organisation des élections transparentes. Pour moi, je ne vois pas de problème. Ce qui est à voir d'abord, ce n'est pas le nom qui le porte, mais est-ce que la personne est-elle compétente? Moi, je pense que c'est là où nous devions voir le problème. Est-ce qu'elle est compétente? Nous voyons ici en Belgique où nous sommes, il y a des pères de pouvoir qui passent de père en fils. Il y a eu Louis Michel avec Charles Michel. Il y a eu Herman Decroix avec son fils qui est en train de travailler aujourd'hui. Beaucoup des hommes politiques qui ont amené leurs enfants aussi en politique. S'ils sont capables, s'ils ont la compétence, ça ne se pose pas comme problème. Donc c'est là où nous devons essayer de voir les choses, plutôt que de rester tout simplement à ce qui est à l'ordre affectif qui en fait ne nous amène à rien. Aujourd'hui, dans les débats politiques, ce qui se pose, qui est le Premier ministre qui a été désigné par le Rassemblement, que ce Premier ministre-là, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, puisse être mis en place, point barre. Qu'il soit de tel corps, il porte tel nom ou tel nom, le débat n'est pas là. Voilà. Nous sommes avec vous, on le suit partout à travers le monde. On voit comme s'il y a deux camps qui se dégagent, il y a Katumbi et Kabila. Soit vous êtes derrière Kabila ou vous êtes derrière Katumbi. La guerre, on pourrait dire la guerre des étoiles qui croyaient qu'il y a 5 ans, 4 ans, Katumbi qui était avec Kabila aujourd'hui, ils allaient partager le gâteau en deux, des opposants pour Kabila, des opposants pour Katumbi. C'est grave, monsieur l'abbé. Mais je vais vous poser, j'aurais bien voulu votre réaction par rapport à l'arrogance de la majorité présidentielle aujourd'hui. L'autosuffisance, on voit. Kabila suspend la coopération militaire avec la Belgique. De plus en plus, beaucoup d'arrogance. Ils sont sûrs de... Que rétorquez-vous à la majorité présidentielle quand vous écoutez leur communiqué, leurs messages
ils sont sur d'eux et puis ils demandent même l'application de l'accord de la CENCO. Ils demandent même, leurs ministres vont rester en place. Je vous laisse le micro rétorquer par rapport à la majorité présidentielle. D'abord, avant de répondre à au deuxième aspect de la question, je vais répondre à la première. Quand vous dites que l'espace politique est divisé entre les katumbistes et les kabylistes. Moi, je pense que quand on parle des katumbistes, surtout du côté de l'opposition, ça c'est une manœuvre dilatoire pour distraire les gens. Les rassemblements aujourd'hui, ce n'est pas un produit des Katumbi. L'opposition aujourd'hui ne se regroupe pas que dans les rassemblements. Si vous pouvez voir aussi les MLC, ça fait partie de l'opposition. Pour moi, les rassemblements, ce n'est pas un produit des Katumbi, que tous ceux qui sont dans les rassemblements sont Katumbi. Ça, c'est mal voir les problèmes. Et accuser comme ça, comme je viens de l'entendre, tous les gens qui sont dans les rassemblements comme étant des katumbistes, il faut créer une tendance tshisekidiste et puis une autre tendance. Mais la dynamique de l'opposition qui est dans les rassemblements n'est pas katumbiste. Donc il faut quand même qu'on arrive à bien comprendre que les rassemblements constituent un tout. Et dans le rassemblement, aujourd'hui où nous parlons, il y en a déjà 3 ou 4 qui se sont positionnés comme étant candidats à la présidentielle qui vient. Donc, si ces gens-là sont les candidats, chacun a sa ligne. Chacun a sa ligne. Puisque nous avons tendance à trop personnaliser les débats politiques. Surtout, c'est ça que j'ai dans le deuxième aspect du problème, je reviendrai là-dessus. On personnalise trop les débats politiques. Et c'est ça qui nous met souvent dans ces pétrins. Donc, moi, je pense que les rassemblements n'est pas un produit fini des Katumbi. Les rassemblements n'est pas un ensemble de katumbistes, ce sont des tendances différentes qui se regroupent pour l'idéal qui consiste à défendre la Constitution, l'idéal qui consiste à empêcher à M. Kabila de briguer un 3e mandat, l'idéal qui consiste à ne pas convoquer les référendums. C'est sur ça que nous nous mettons d'accord. Et si jamais nous nous rendons compte dans les mois à venir, pour aller aux élections, qu'il y a une nécessité de présenter un candidat commun, nous devons présenter ou nous donner les conditions qui nous amèneront à nous choisir un candidat commun. Ce n'est pas que c'est Katumbi qui est d'office aujourd'hui reconnu comme candidat du Rassemblement à la présidentielle. Ça, non, j'aimerais le dire haut et fort, que les gens comprennent et que c'est cette logique-là qui nous conduit aujourd'hui dans les rassemblements. À la deuxième question, l'arrogance de la mouvance présidentielle, comme vous venez de le dire, nous les constatons effectivement, mais laissez-moi vous dire que, comme on dit tout le temps, c'est tout simplement une façon d'afficher la fin du règne qui est en train de se voir dans cette façon-là de faire, dans leur manière de se positionner et de parler. Ce qu'ils sont en train de construire au niveau du Congo, ils croient que les gens sont dupes. Ils croient que les gens ne comprennent pas ça. Ils nous prennent comme ils prennent le peuple congolais pour des idiots, comme si le monde était en fait dans son ensemble idiot. Alors eux, ce sont les plus intelligents du monde et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. J'aimerais d'abord dire une chose. La dernière déclaration que je vis hier du rassemblement, encourageant le gouvernement Tshibala, stigmatisant le comportement des G7 et UDPS au lieu de parler du rassemblement dans son ensemble. Tout cela sur base d'une certaine révalorisation de ce qu'eux ont reçu, donc les institutions qui sont là issues des élections, qui sont stables, ainsi de suite. Je pense qu'il y a là une fausse lecture de ce que nous appelons la légitimité. Si on peut accepter qu'après les élections de 2011, malgré d'ailleurs que ça a été entaché de beaucoup d'irrégularités, ce qui remettait déjà en cause leur légitimité, si dans les conditions normales, on peut admettre que cela a été légitime, que les institutions mises en place ont bénéficié d'une certaine légitimité, mais il ne faut pas oublier que la légitimité, quand on en parle, a 2 aspects. Il y a la légitimité input et la légitimité output. Input, c'est la manière dont vous arrivez au pouvoir. Si vous avez été élu normalement, que vous êtes président de la République, vous êtes député, c'est bon.
Mais maintenant, la légitimité output, on attend de vous en retour ce que vous devez faire pour répondre aux aspirations de ceux qui ont voté pour vous. Mais aujourd'hui, quand nous regardons le pays, après 2 mandats de suite, après tout ce qu'on a fait, le pays est dans une situation chaotique. Le peuple, je ne sais pas où ils vivent, ces gens de la majorité. Le peuple dans son ensemble ne veut plus d'eux. Ils ont été incapables même d'organiser des élections. Ils sont incapables de pouvoir donner au peuple congolais tant soit peu le minimum vital qui peut lui assurer un certain bien-être. Donc, de ce point de vue, ce pouvoir n'est plus légitime. Il a complètement perdu la légitimité. Il est en dehors même des échéances telles que prévues par la Constitution. Alors, quand il parle de légitimité, il parle des institutions, moi je me dis, mais ces gens ont étudié où? Ils ont étudié où pour comprendre ce qui se passe? Et ils croient que nous sommes tous des idiots, ne comprenons pas ce qui se passe pour venir nous traiter. Parce qu'ils savent souvent que quand ils parlent comme ça, eux-mêmes, je me demande d'abord s'ils ont le temps de suivre des répliques qu'on leur adresse. Ou bien tout simplement, ils se disent, nous sommes dans une politique machiavélique, marquée par le cynisme, par... oui, le cynisme, alors nous pouvons nous permettre de faire n'importe quoi et dire même des choses auxquelles nous ne croyons pas nous-mêmes pourvu qu'on les dise. Donc cette arrogance s'inscrit justement sur ce chemin-là et qu'il coupe la coopération avec la Belgique. Mais qui en perd? Qui en perd? Coopération militaire, pas coopération développement. Militaire, même dans la coopération militaire, qui en perd? Quand nous avons nos militaires à nous qui sont suffisamment formés, mais quand nous voyons sur le terrain ce qui se passe, l'insécurité partout au pays, les tueries partout, depuis quand on va maîtriser cela pour ramener vraiment la sécurité dans ces pays? Si on avait des cadres bien formés, si on avait la maîtrise de nos armées, si nous avions des moyens pour pouvoir prendre en charge nos... Pour moi, je pense que derrière tout ça, il y a une volonté inavouée, comme on a déjà commencé à le faire, de déstabiliser l'armée congolaise. Il y a une volonté de déstabiliser l'armée congolaise. Pourquoi on déstabilise l'armée congolaise? C'est à eux de nous donner des réponses. Malheureusement, nous avons des fils, soi-disant des fils et des filles du pays, qui ont travaillé depuis Mobutu, qui ont amené ce pays dans l'état où il est avant que l'AFDEL arrive, et qui continuent encore avec M. Kabila à enfoncer le pays dans les chaos. Ces fils-là du pays qui n'ont pas honte à venir prendre parole pour dire voilà ceci, voilà cela, alors que tout ce qu'ils racontent ne sont que des balivernes. C'est dommage qu'on assiste à cela. Et je vois dans cette déclaration-là encore une chose. On dit là-dedans les fameux problèmes des ministères régaliens. Que les ministères régaliens sont attachés à la présidence de la République. Donc, ceux qui les détiennent ne pourront jamais laisser cela. Et ils appellent ça respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que c'est comme ça? D'abord, quand on parle de ministère régalien, c'est par rapport au président de la République ou par rapport à la nation? Est-ce que nous sommes là dans un contexte purement congolais ou nous sommes dans un contexte de droit et de politique générale? Je vous prends un exemple. Dans une situation où la majorité est appelée à composer avec le président de la République, une majorité qui est issue de l'opposition, par exemple. Évidemment, en ce moment-là, il n'est plus opposition puisqu'il a la majorité. Je donne le cas, voilà, les cas habituellement appelés cohabitation, où vous avez d'un côté le président de la République et de l'autre le gouvernement, lequel est issu d'un parti politique qui n'est pas du côté du président de la République. Cette majorité au pouvoir fait son gouvernement. Mais vous n'allez pas voir dans ces gouvernements que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale, le ministère des Finances soient confiés aux gens qui sont du parti du président de la République. La majorité qui a le pouvoir, qui a l'Assemblée, c'est cette majorité qui prend tout le pouvoir. Et les ministères régaliens reviennent à cette majorité-là, même si le président de la République est du parti qui n'est pas
celui qui est dans la majorité. Là, il faut aller aux élections. Tout le monde a peur des élections. Tout le monde parle des élections. On va terminer ici. Monsieur l'abbé, on vous suit. L'affaire de passeport. Et puis les élections, on termine ici. Je vous donne le micro. Tout le monde veut les élections, mais tout le monde a peur des élections. Vous avez un message à lancer à tous ceux qui nous suivent. On termine ici. Mais non, ce n'est pas tout le monde qui a peur des élections. Il faut quand même qu'on soit sincère. Ce n'est pas tout le monde qui a peur des élections. S'il y a un camp qui a peur des élections, c'est le camp qui a été au pouvoir, qui n'a pas voulu organiser des élections en temps voulu, qui jusqu'à aujourd'hui est en train de continuer à tergiverser, qui est en train de chercher toujours des moyens pour pouvoir s'échapper, faire passer le temps. C'est le camp de M. Kabila. Ils ont peur des élections. Ce sont eux qui ne veulent pas aller aux élections. Il ne faut pas dire que c'est tout le monde. Le camp opposition réclame à corps et à cri qu'on organise des élections. Et faut-il encore qu'elles soient des élections transparentes? Si on organise aujourd'hui au Congo des élections libres et transparentes, ils savent eux-mêmes que jamais personne parmi eux ne sera élu. Ils le savent. Parce que cela confirme le fait qu'ils n'ont plus de légitimité output. Ils ont perdu toute légitimité. Toutes les déclarations qu'ils font, ils résistent que parce qu'ils utilisent l'armée. La légitimité ne signifie pas qu'aujourd'hui vous êtes devenu président, vous êtes devenu député, donc tout vous est permis. Vous pouvez faire n'importe quoi, même contre votre peuple, et le manipuler, le mettre dans une situation de pauvreté et même de misère. Ce n'est pas ça. Donc ils sont en train de faire une mauvaise compréhension de la légitimité. Donc, c'est ce que je disais, que cette légitimité, ils ne l'ont plus. Et si on va aux élections aujourd'hui, ils vont le perdre. Pour les problèmes de passeport, je l'ai dit, ils se disent toujours des victimes. Mais qu'est-ce que les gens là-dessous, ces journalistes d'investigation, qu'est-ce qu'ils ont à gagner pour pouvoir mettre à nu ce qu'ils ont vu? On a fait ça même ici en Europe, pour le Panama Papers. Il y a eu même le Premier ministre suédois qui a démissionné sur cette base. Quand ça arrive au Congo, c'est parce qu'on est contre eux. Mais qu'ils sachent que quand ils font des choses, quand ils déplacent des capitaux, quand ils les mettent dans des paradis, mais tout le monde, les gens le savent. Il y en a qui sont là-bas, non pas qu'ils les visent eux, mais ils visent qui font ça et puis on les découvre. C'est comme ça qu'ils mettent ça à nu. Donc à ce niveau-là, ils n'ont pas à venir nous faire croire que voilà, ces gens-là sont contre eux, ils sont contre le président Kabila, c'est comme ça ils le mettent. Mais non, ce sont eux qui sont au pouvoir, qui sont en train de faire une très mauvaise gestion de l'État congolais. Ils sont en train de, comment est-ce que nous disons, de faire des richesses du Congo leur propre bien, ils remplissent leurs poches au détriment de la population congolaise. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. C'était votre mot de la fin. On se fera encore. Merci à vous, tous qui nous suivez. Merci, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs du micro. Mais je voudrais quand même interpeller le peuple congolais pour ce qui est de nos acteurs politiques, surtout de l'opposition, qui gardent encore le cap, qui sont courageux, malgré qu'ils sont malmenés, malgré qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Si nous voulons demain les choses puissent changer, c'est à nous, peuple congolais, de soutenir les nôtres. Tous ceux qui sont en train de partir comme ça, dans la plupart par manque d'argent, ce sont des gens qui n'ont pas de moyens. Dès qu'on leur tend la maison, ils sont pris. Parce qu'ils n'ont pas tellement cette conviction, l'idéal de pouvoir travailler pour l'avenir du Congo. Mais ceux qui tiennent, qui ont encore l'idéal, qui ont la volonté de faire sortir le Congo de ces marasmes, doivent être soutenus par le peuple congolais. C'est comme ça, dans les jours à venir, nous lancerons des appels pour soutenir financièrement, matériellement, nos élites politiques de l'opposition qui tiennent les coups, qui tiennent les caps, qu'on ne doit pas mettre dans la boîte de minables qui se font vendre, qui se font acheter, qui se font ridiculiser. Merci beaucoup. À la prochaine.